Bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo sur le roman Vendredi ou les limbes du Pacifique de Michel Tournier, écrit en 1967, et qui, je le rappelle, est une nouvelle version du roman Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Alors la première vidéo c'était pour le résumé, et comme d'habitude c'est surtout dans la troisième qu'on va parler plus directement du roman. Dans celle-ci on va parler un peu plus de contexte, et surtout de ce personnage extrêmement célèbre de l'histoire de la littérature, Robinson Crusoe. Et pour commencer, laissez-moi vous raconter l'histoire d'un marin qui avait la réputation d'être une vraie tête de... Tout commence par une histoire vraie. En 1704, un navire anglais vogue au large du Chili, et pour rentrer à la maison, il doit passer par ce cap qui fait flipper les marins les plus aguerris, le Cap Horn. Parmi l'équipage se trouve Alexander Selkirk, un sous-officier qui arrête pas de se prendre la tête avec son capitaine. Et contrairement à son capitaine, Selkirk pense qu'il vaudrait mieux retaper un peu le bateau avant de tenter de passer par le Cap Horn. Mais comme on l'écoute pas et qu'il en a trop marre, un jour il finit par faire une dinguerie. J'en ai marre de voir vos tronches, laissez-moi sur cette île-là, moi je me casse. Alexander Selkirk est donc débarqué sur une île déserte du Pacifique, mais pas n'importe laquelle des îles désertes, cette île-là. Bon, en fait, c'est pas vrai. Il est débarqué sur cette île-là. Come to Robinson Crusoe Island. L'île Robinson Crusoe, qui à l'époque ne s'appelle pas du tout comme ça, mais Massa Tierra. Un bout de terre qui sert d'escale aux navires anglais et hollandais. Alexander Selkirk est peut-être une tête brûlée, mais il n'est pas complètement barge non plus, et il se doute bien qu'il pourra repartir dans pas trop longtemps. Sauf que, pas de bol, allez savoir pourquoi, le premier navire qui passe dans le coin débarque en 1709, c'est-à-dire 5 ans plus tard. Et quand on récupère Alexander Selkirk, alors il ressemble pas du tout à ça. C'est pas Douglas Fairbanks dans le Robinson moderne. À ce moment-là, c'est plutôt l'enfant sauvage dans Mad Max 2. Apparemment, Alexander Selkirk ne savait plus parler anglais, et l'équipage qui l'a trouvé était pas bien sûr d'avoir affaire à un être humain. En Angleterre, son histoire fait un énorme buzz, et elle est d'abord publiée sous forme de récit de voyage. Puis, en 1719, sort un roman avec le titre le moins vendeur de toute l'histoire de la littérature. La vie et les aventures étranges et surprenantes de Robinson Crusoe et de York, marin qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique, près de l'embouchure du grand fleuve Orénoque, à la suite d'un naufrage où tous périrent à l'exception de lui-même, et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates, écrit par lui-même. Non seulement le titre est hyper long, mais en plus il spoil toute l'histoire. C'est quand même un drôle de choix. Mais surtout, ce titre prétend qu'il ne s'agit pas d'une fiction, mais bien d'un récit authentique, écrit par un certain Robinson Crusoe, qui aurait vécu 28 ans sur une île déserte. Finalement, ce titre sera modifié pour devenir tout simplement Robinson Crusoe. Quelques années plus tard, ce fameux Robinson Crusoe que personne n'a jamais rencontré en remet une couche. Je sous-signé Robinson Crusoe, en possession de toutes mes facultés de pensée et de mémoire, affirme que l'histoire, malgré son allégorie, est historique. Robinson Crusoe confirme donc que c'est bien lui qui a vécu et écrit cette histoire. Mais s'il se sent obligé de le faire, c'est peut-être parce que les gens commencent à avoir des doutes. Parce qu'en Angleterre, personne n'a jamais rencontré ce fameux Robinson Crusoe sorti de nulle part, et qui pourtant vient d'écrire ce qui va devenir un des plus gros best-sellers de toute l'histoire de la littérature. Daniel Defoe, à ne pas confondre avec l'acteur Willem Dafoe, est né en 1660 à Londres. Il grandit dans une famille de dissidents religieux qu'on appelle les presbytériens, c'est-à-dire une branche du calvinisme qui est elle-même une branche du protestantisme, et tout ça, ça fait beaucoup de branches, et je ne vais pas rentrer dans ces subtilités théologiques. Ce qui compte ici, c'est que dans l'Angleterre de l'époque, les presbytériens étaient mal vus par le pouvoir royal. Quand il était enfant, Daniel Defoe voulait devenir prêtre. Mais comme une fois adulte, on devient rarement ce qu'on voulait être quand on était enfant, Daniel Defoe deviendra commerçant, homme d'affaires, assureur, journaliste, homme politique et même agent secret, et encore tout un tas d'autres trucs, mais il ne deviendra jamais prêtre. Pendant la première partie de sa vie, Daniel Defoe est surtout dans les affaires, mais il n'a pas l'air très doué pour le business parce qu'il s'endette rapidement. Et plus il essaie de se refaire, plus il s'endette, et ainsi il doit de l'argent à tout le monde. En marge des affaires, son hobby, c'est d'écrire des pamphlets et de les publier dans la presse. Des petits textes bien ciselés qui font mal à ses adversaires, en l'occurrence le parti des Tories. Parti qui soutient le roi Jacques II, monté sur le trône en 1685 et pas très populaire. Déjà, Jacques II, contrairement aux Whigs, est contre la monarchie parlementaire et surtout, il est catholique. Ce qui, dans l'Angleterre de l'époque, fait tout un pataquès. Jacques II s'attaque aussi aux presbytériens, communauté religieuse à laquelle appartient Daniel Defoe. Mais il est chassé du trône en 1689 et c'est Guillaume III qui prend la place. Un successeur que Daniel Defoe soutient depuis longtemps dans ses pamphlets, ce qui va lui ouvrir les portes d'une carrière politique pour service rendu. Et alors là, j'ouvre une petite parenthèse. Est-ce qu'il est possible de mener une carrière politique intègre
quand on est très endetté et qu'on doit de l'argent à tout le monde. En 1702, c'est la reine Anne qui monte sur le trône et c'est un gros revirement politique, puisque elle est soutenue par les Tories. Donc on revient en quelque sorte en arrière, et notamment à l'égard des presbytériens, à qui on retire des libertés qui avaient été précédemment accordées. Mais malgré ce revirement, Daniel Defoe, qui est censé être dans l'opposition, reste dans la place. Du coup, les gens commencent à se poser des questions. T'es encore là, toi? Je croyais que tu soutenais Guillaume III. Ah non, pas du tout. Je suis pour l'ouverture et ni de droite ni vraiment de gauche. Je suis un malin. On ne sait plus trop à quel clan Daniel Defoe appartient. Il reste proche d'un pouvoir qu'il combattait précédemment, et en apparence, il fait pas de vagues. En apparence peut-être, mais dans le dos, il va faire un truc très sale. Il va publier un pamphlet intitulé « Le plus court chemin pour en finir avec les dissidents ». Un pamphlet dans lequel il appelle à utiliser la manière forte pour mater les presbytériens. Évidemment, il n'en pense pas un mot, mais là où c'est subtil, c'est qu'il va publier le pamphlet anonymement, ce qui peut laisser entendre que ça vient du camp de la reine et que le pouvoir s'apprête effectivement à durcir la répression contre les presbytériens. Ce qui revient à jeter de l'huile sur le feu de tensions religieuses qui sont déjà bien vives. Nouveau pataquès et gros malaise dans l'entourage de la reine. Tout le monde est un peu suspicieux, on aimerait bien savoir qui a fait ça. C'est qui l'abruti qui a écrit ça? C'est toi? Non, c'est pas moi. En plus, c'est pas du tout mon style. Hein. Je suis un malin. Daniel Defoe finit par se faire choper et il part en prison. Mais pas pour longtemps, on lui propose de devenir une sorte d'agent secret pour la couronne, ce qu'il accepte et qu'il fera pendant quelques années. Puis il se retire de la vie politique et on n'entend plus trop parler de lui dans le débat public. Pendant les années qui suivent la parution du roman Robinson Crusoe, beaucoup de gens en parlent, mais on ne sait toujours pas qui en est l'auteur, si ce n'est ce prétendu Robinson que personne n'a jamais rencontré. Et puis les gens commencent à se dire que ça pourrait bien être un coup de Daniel Defoe. Parce qu'il aime bien ça, lui, les publications anonymes, c'est son truc. Il proteste un temps, mais j'imagine qu'il faut quand même une sacrée force de caractère pour ne jamais avouer qu'on est l'auteur d'un des plus gros best-sellers de tous les temps. Forcément, au bout d'un moment, tu dois être tenté de faire une Tony Stark. Je suis Iron Man. Effectivement, le roman Robinson Crusoe a été écrit par Daniel Defoe et son énorme succès peut s'expliquer de plusieurs manières. Déjà, le pitch est ultra vendeur. Un personnage s'échoue sur une île déserte et il va survivre pendant 28 ans. C'est simple, c'est très efficace, il y a tous les ingrédients d'un bon blockbuster. Robinson, c'est la survie, c'est la débrouille. C'est l'aventure, les mecs! C'est l'aventure avec un grand A. Une aventure incarnée par un héros quand même super balèze. Ce mec-là, tu le largues au pôle Nord, sur la banquise avec un slip de bain pour tout vêtement, sans une brosse à dents, et demain après-midi, tu le vois débarquer au bord de ta piscine, les poches bourrées de pesos. Robinson, c'est la preuve qu'avec beaucoup de travail, une bible et la maîtrise de la technologie, rien n'est impossible pour un sujet de la couronne britannique. Et puis un blockbuster, c'est encore mieux quand c'est aussi une belle histoire de rédemption. Il faut que le héros ait appris quelque chose en cours de route, sinon cette histoire ne sert à rien. Et si Robinson survit sur son île, c'est pas seulement parce que c'est un super bricolo, mais c'est aussi parce qu'il a retrouvé le chemin de Dieu. Robinson avait commis des fautes, il s'en était éloigné, mais heureusement pour lui, parmi les objets qui ont survécu au naufrage se trouve une Bible. Et cerise sur le gâteau, cette rédemption spirituelle va s'accompagner d'un enrichissement matériel. Parce que non seulement Robinson survit, mais en plus, à la fin du roman, il fait fortune. Un joli happy end, donc, imaginé par un auteur probablement sensible à cette question de la rédemption, Daniel Defoe, qui enfant voulait devenir prêtre et qui a passé sa vie à essayer de rembourser ses dettes, quitte pour le faire à se compromettre dans des trucs pas très nets. Le succès du roman ne se limite pas à l'Angleterre, il va devenir planétaire. Et Robinson va devenir un des personnages les plus iconiques de la culture populaire. J'ai essayé de trouver des personnages de romans qui avaient le même niveau de célébrité, et franchement j'ai galéré. J'ai pensé à Sherlock Holmes, à James Bond, à Harry Potter, et encore tout ça c'est récent, voire même très récent. Et au passage j'ai noté que tous ces romans, y compris Robinson Crusoe, étaient des romans anglais, mais j'ai pas su quoi faire avec cette information. Peut-être que le roman de genre est aux Anglais ce que Hollywood est aujourd'hui aux Américains, je sais pas. Je vous laisse avec ça. Évidemment, le cinéma va très vite s'intéresser à ce roman et à ce personnage iconique de la culture populaire. Et quand je dis très vite, dès 1902, Georges Méliès réalise Les Aventures de Robinson Crusoe. Et ensuite, il va y avoir tout un tas de versions. J'ai donc fait une petite sélection totalement arbitraire. Je me suis juste fait plaisir. J'ai pensé d'abord à Luce Buñuel, parce qu'on ne l'attendait pas forcément ici. Et pour l'anecdote, c'est son premier film en couleur. Et j'ai aussi pensé à la version de 1997, parce qu'elle a été réalisée par George Miller. C'est quand même le père de la saga Mad Max. C'est George Miller qui a fait ça? Alors après vérification, il s'avère en fait que c'est un autre George Miller, en l'occurrence George Miller 2, qui a fait des films
des films que j'ai jamais vus, mais il a l'air d'aimer les animaux. Il a quand même fait l'Histoire sans fin, mais c'est l'Histoire sans fin 2, donc ça compte pas. J'ai aussi pensé à la version avec Pierre Richard, tout simplement parce que ça me fait toujours plaisir de revoir Pierre Richard dans un film. Alors ça me fait plaisir, mais il a quand même été marqué au fer rouge par Francis Weber. Parce que c'est pas de sa faute, mais tu prends Pierre Richard, tu le mets sur une île déserte, tu lui mets un costume d'époque, malgré tout, quand tu regardes le film, c'est pas Robinson que tu vois, c'est François Pignon. Eh ben moi ça va pas trop mal. Il y a aussi Seul au monde, une version plus libre dans laquelle Tom Hanks joue un cadre de chez FedEx échoué sur une île déserte après un crash d'avion. Et si je parle de cette version, c'est parce que quand on a Robert Zemeckis à la réalisation et Alan Silvestri à la musique, ça fait comme un alignement de planètes qui peut donner ça. Bon, si j'en parle, c'est surtout parce que la question du temps est un des thèmes majeurs dans Seul au monde, et ça c'est un sujet important sur lequel on reviendra dans la prochaine vidéo. Et si vous pensez que transformer Robinson en employé de chez FedEx, c'est prendre beaucoup de liberté avec le roman, alors sachez qu'il y a aussi des versions dans lesquelles on envoie Robinson dans l'espace. Robinson Crusoe sur Mars, c'est un film des années 60 dans lequel il n'est pas question de Robinson Crusoe, mais du commandant Kit Draper qui s'échoue effectivement sur Mars, où il va faire la rencontre d'extraterrestres esclavagistes, les années 60. Ou encore Perdu dans l'espace, une adaptation de la série télé de 1965, elle-même inspirée non pas du roman Robinson Crusoe, mais d'une de ses réécritures, Le Robinson Suisse. Un drôle de projet qui associe Joey de Friends et Gary Oldman, et je sais pas trop pourquoi j'ai décidé d'en parler, parce que le résultat est quand même... on va dire que leur association marchait mieux dans Friends. Tu sais que tu me postillonnes dessus dans les répliques? Le roman Robinson Crusoe a donc donné lieu à de très nombreuses adaptations au cinéma, ce qui n'arrive pas si souvent. Mais ce qui est encore plus rare, c'est quand un roman fait l'objet de plusieurs réécritures, c'est-à-dire comme des remakes, mais pour la littérature. Et ce qui est encore plus rare, c'est quand ces remakes sont tellement nombreux qu'on finit par créer une catégorie pour tous les regrouper et qu'on donne un nom à cette catégorie. Une robinsonnade, c'est une œuvre littéraire, un roman, une pièce de théâtre, un poème, directement inspiré de l'histoire de Robinson Crusoe. Enfin, c'est un mot qui est inventé, c'est une barbarité, bien sûr. Un néologisme donc, sous lequel on regroupe plus de 2000 œuvres directement inspirées du roman Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Et je me suis demandé s'il existait d'autres classiques de la littérature pour lesquels on avait créé les mêmes catégories, par exemple des Germinalades, des Pergoriades, des Madame Bovariades, et j'en ai trouvé aucun. Enfin si, j'ai trouvé Olympiade, et au début je me suis dit qu'il y avait peut-être un rapport avec Olympe de Gouges, mais en fait pas du tout. Des robinsonnades, il y en a pour tous les goûts. Certaines versions sont très proches du texte d'origine, parfois même ce sont carrément des imitations, et d'autres sont au contraire très éloignées. Il arrive que Robinson par exemple ne soit pas tout seul sur l'île, mais qu'il soit plusieurs, comme dans l'île mystérieuse de Jules Verne ou le Robinson Suisse de Johann de Wyss. Si vous n'avez jamais lu le Robinson Suisse, mais que ce nom vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous avez grandi dans les années 90 et que vous êtes tombé là-dessus. Jusqu'au 19e siècle, la plupart des versions partaient en gros de l'idée que cette histoire de survie sur une île déserte était quand même super cool, et qu'on pouvait encore inventer plein de péripéties à partir de cet argument de base. Et puis au début du XXe siècle, les auteurs sont devenus un peu plus perplexes. C'est donc le doutage. On commence par exemple à s'interroger sur ce dénouement en forme de happy end, comme dans Image à Crusoe du poète Saint John Perse. Azur, nos bêtes sont bondées d'un cri. Pour Robinson, le retour à la vie londonienne est violent. Il se dit qu'il aurait mieux fait de rester sur l'île et il fait une dépression. Saint John Perse. On commence aussi à se dire que bon, d'accord, pour un lecteur anglais du XVIIIe siècle, peut-être que ce personnage de Robinson Crusoe c'était la classe, mais avec le recul, c'est moins évident. Dans Suzanne et le Pacifique, le personnage qui s'échoue sur l'île n'est cette fois-ci plus un homme, mais une femme. Et pendant qu'elle se trouve sur l'île, Suzanne lit le roman Robinson Crusoe de Daniel Defoe, ce qui crée un subtil effet de mise en abîme. Et Suzanne tire de cette lecture que ce fameux Robinson Crusoe était quand même un peu bourrin sur les bords. Pour survivre, il a entièrement saccagé une île paradisiaque, alors qu'il lui suffisait de prendre ce que la nature avait à lui donner. Et puis il y a pire que ça, il y a la relation avec cet Indien qui un jour débarque sur l'île et que Robinson surnomme Vendredi. Relation que Michel Tournier va entièrement retourner dans ce qui est, je pense, la plus importante de toutes les Robinsonnades, Vendredi ou les limbes du Pacifique, mais ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Le roman de Daniel Defoe a donc fait l'objet de nombreuses relectures critiques chez les auteurs du XXe siècle. Pour autant, ils ont été nombreux à vouloir en donner leur propre version. Et il est extrêmement rare qu'un roman donne lieu à autant de réécritures. J'ai cherché des exemples et en fait, j'en ai pas trouvé. Les seuls cas auxquels j'ai pensé appartenaient à une forme différente,
celle du mythe. Mais les mythes, c'est pas des romans, donc ça marche pas. C'est pas la bonne clé, à moins que ce ne soit pas la bonne boîte. Sauf si le Robinson Crusoe de Daniel Defoe n'était pas seulement un roman, mais aussi un mythe. Ulysse, face au mal, face au bien, avec son cœur, avec ses mains. Peut-on considérer Robinson Crusoe comme un mythe? Pour répondre à la question, il faut déjà se mettre d'accord sur la définition de ce qu'est un mythe. Alors les définitions sont multiples évidemment, mais on peut quand même trouver quelques caractéristiques qui font consensus. Les mythes sont des récits fondateurs ou des récits des origines. Par exemple l'origine d'une société ou de ses règles, de ses interdits, de ses repères moraux ou encore de ses traditions. Les mythes tentent d'expliquer pourquoi ce qui est et pourquoi il est par exemple justifié de respecter telle ou telle règle. Ils n'ont pas vraiment d'auteur parce qu'ils sont le fruit d'une production collective et l'histoire qu'ils racontent se construit au fur et à mesure qu'elle se transmet. On prétend aussi qu'elle a vraiment eu lieu, parce que les mythes sont tenus pour des histoires vraies. On note aussi que dans un mythe, tout fait sens. Chaque élément du récit s'inscrit dans un système de signes et de symboles qui s'opposent. La vie et la mort, la nature et la culture, les dieux et les hommes, etc. Et qui constituent les pièces d'un édifice, l'enjeu qui se cache derrière le récit. Souvent, une contradiction qui traverse une société, une contradiction que le mythe tente d'expliquer, de justifier ou de dépasser. On va prendre un exemple. L'histoire de deux frères, Prométhée et Épiméthée, deux titans à qui les dieux ont confié la lourde tâche de répartir parmi les êtres vivants les qualités et atouts qui leur permettront de survivre sur Terre. Bon alors on commence par quoi? Les dauphins, les hérissons... Non, s'il te plaît, laisse-moi faire, j'ai trop envie de le faire tout seul, j'ai plein d'idées quoi. Bah non, les dieux ont dit qu'on devait faire ça ensemble. Hein. Tu vérifieras à la fin si j'ai pas oublié quelque chose, d'accord? Bon, si tu veux. Épiméthée commence par ses animaux préférés, les félins. Il adore les félins et du coup il leur donne plein d'atouts. Alors les lions, je vais leur donner une mâchoire puissante, je vais leur donner des griffes acérées, ils vont être rapides, ils vont être souples, ils vont pouvoir grimper aux arbres sans faire de bruit, ils vont être trop classe quoi. Mais le nombre de qualités à distribuer est limité, donc au bout d'un moment il arrête avec les félins, sinon il restera plus rien pour les autres. Quelque temps plus tard, Prométhée revient. Bon ça y est, t'as terminé? J'ai tout distribué, ça me paraît pas mal, bah vas-y regarde non. T'as pas un peu abusé avec les lions? Non, je crois pas. Et la moufette, en cas d'attaque, tout ce qu'elle peut faire, c'est de péter. Ah oui, mais quand elle pète, ça pue super fort. Hein. Et les humains? Les humains? T'as oublié les humains? Je ne les ai pas oubliés, non. Si, t'as oublié les humains, regarde. Tu leur as rien donné, même pas une paire de griffes, rien du tout, mais ils vont se faire défoncer. Mais tu crois qu'on est mal ou... Mais comment on va faire? Quand on va dire ça au dieu, on va... Épiméthée a oublié les humains. Il leur a rien donné, même pas une paire de griffes, ce qui fait que quand les humains vont poser le pied sur Terre, ils vont se faire tout de suite défoncer. Prométhée décide donc de les aider et va voler le feu aux dieux pour le donner aux humains, ce qui lui vaudra d'être condamné à souffrir pour l'éternité. Et ce faisant, il n'a pas seulement donné le feu aux humains, mais aussi la connaissance. Et voici donc les humains dotés du feu et de la connaissance, des outils normalement réservés aux dieux, grâce auxquels ils vont pouvoir survivre, mais qui aussi les distinguent des autres espèces animales. Les humains se retrouvent ainsi le cul entre deux chaises, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la belle harmonie naturelle qui était prévue au départ. Les humains dominent les autres espèces animales, mais il leur arrive aussi d'envier leur innocence. Et puis le feu est un outil destructeur qui peut se retourner contre ceux qui n'en sont pas dignes, comme pourrait le faire une technologie puissante mais mal maîtrisée. C'est une des lectures qu'on peut faire du mythe de Prométhée, un récit des origines qui n'a pas d'auteur, et qui s'efforce d'expliquer le rapport au monde de la société qui l'a produit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on essaie de faire le même genre de lecture avec Robinson Crusoe? Alors, le roman Robinson Crusoe a un auteur, c'est bien Daniel Defoe, mais pendant longtemps, on a cru qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre de fiction, mais d'un récit réel, raconté par celui qui l'avait directement vécu. Et pendant des siècles, cette histoire a aussi été réécrite et réinterprétée de très nombreuses fois. Et aujourd'hui, la légende de Robinson qui circule dans l'imaginaire commun n'est pas seulement issue du roman d'origine, elle est aussi le fruit d'une production collective. Et ce récit est aussi un récit des origines, puisque Robinson seul sur son île repart de zéro et crée une société anglaise ex nihilo. Ce parcours est parsemé de signes et de symboles qui s'opposent les uns aux autres, le travail contre l'oisiveté, le vice contre la vertu, faute, expiation, homme, nature, etc., qui tous concourent à éclairer un enjeu plus général. En l'occurrence, une contradiction qui traverse la société protestante anglaise du XVIIIe siècle.
Au début du XVIIIe siècle, les protestants ont un problème. Alors quand je dis protestants, c'est plus sensible chez certaines branches que d'autres, mais bon, on laisse ça de côté. Apparemment, s'ils appliquent ce que leur religion enseigne, ça donne pas toujours ce qui était prévu au départ. Parfois même, ça peut donner un truc un peu bizarre du point de vue du dogme, voire même carrément les éloigner de leur foi, ce qui peut être assez chiant pour une religion. Et cette contradiction traverse la société protestante dans laquelle vit Daniel Defoe. Et qu'est-ce que c'est donc que cette contradiction? Il y a parmi les idéaux protestants un idéal ascétique, c'est-à-dire une condamnation du luxe et de l'ostentation au profit d'un modèle plutôt basé sur l'austérité. C'est pas qu'un protestant peut pas avoir d'argent, c'est qu'il n'est pas censé le claquer bêtement juste pour faire le malin. Alors, j'ai l'air nettement plus sexy là-dedans, hein? Cet argent peut être dépensé, mais à des fins utiles. Deuxième grand principe avec lequel on rigole pas, le travail. Parce que travailler, c'est servir Dieu, c'est prolonger son œuvre sur terre, et c'est préparer le salut de son âme. S'il fait tout comme il faut, un bon protestant doit donc travailler beaucoup et dépenser très peu. Et le truc, c'est que si vous travaillez beaucoup et que vous dépensez très peu, alors il est possible que petit à petit vous vous constituiez un joli pactole. En tout cas à l'échelle de la communauté. Ça profite pas forcément à tout le monde, et dans l'Angleterre du 18e, ça profite surtout à une petite classe. Quoi qu'il en soit, si vous faites partie de ceux qui s'enrichissent en travaillant beaucoup et en dépensant peu, c'est là que surgit le paradoxe. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de rester austère quand on a fait fortune. La tentation du luxe est beaucoup plus forte et il devient plus difficile d'y résister. Alors on peut toujours utiliser cet argent utilement, par exemple en l'investissant ailleurs. Mais investir ne fait finalement que repousser le problème, et il peut même l'aggraver si jamais ces investissements vous rapportent encore plus d'argent. Puis on fait du business, on s'embourgeoise et on gère son capital rationnellement. Petit à petit, le puritain laisse la place à l'homme d'affaires et progressivement, on s'éloigne des idéaux protestants. On donne un peu à la sortie de la messe, mais quand même, il y a un truc qui marche pas. Il y a bien un paradoxe repéré par certains théologiens. Alors, que faire? Il y a bien une solution qui n'est pas très élégante mais qui est efficace, c'est d'utiliser une formule magique. Une incantation qui fonctionne presque à tous les coups. J'assume. 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 J'assume le... J'assume. 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 Que j'assume. Responsable, mais pas coupable. Foutu pour foutu, autant assumer pleinement. Et c'est dans ce contexte que Daniel Defoe invente un personnage qui, ayant perdu la foi, se retrouve condamné à vivre sur une île déserte. À travers cette épreuve, il redécouvre les enseignements du culte protestant et il se met à travailler beaucoup pour survivre, mais aussi pour sauver son âme. Et comme tout est bien qui finit bien, il apprend à la fin du roman qu'il a fait fortune grâce à une plantation dans laquelle il avait investi il y a longtemps. Mais ce qui est beau dans cette histoire, c'est que Robinson Crusoe, pour autant, ne perd pas la foi. Le roman de Daniel Defoe propose donc un récit qui dépasse cette contradiction, ce qui explique en partie son succès à une époque où la bourgeoisie anglaise prend justement son envol. Est-ce que pour autant ça contribue à faire de Robinson Crusoe un mythe? Alors je pense pas qu'on puisse trancher cette question, qui de toute façon dépend de la définition qu'on donne du mot mythe. Mais on peut au minimum parler de mythe littéraire comme on a par exemple le mythe de Faust, le mythe de Don Juan ou encore le mythe de Don Quichotte. Le Robinson Crusoe de Daniel Defoe pose en quelque sorte le mythe de l'individualisme bourgeois, en ce sens qu'il décrit un nouveau rapport au monde qui prend naissance dans l'Angleterre du XVIIIe siècle. Un rapport strictement vertical dans lequel Robinson se soumet à Dieu, mais dans le même temps soumet à lui la nature et le personnage de Vendredi, un mythe qui s'origine dans l'épopée coloniale européenne du XVIIIe siècle. Et c'est justement ce mythe-là, le mythe d'un Robinson colon, entrepreneur et missionnaire, que Michel Tournier va entièrement déconstruire dans Vendredi ou les limbes du Pacifique. Et ce sera le sujet de la prochaine vidéo, dans laquelle on reviendra notamment plus en détail sur ces histoires d'hommes d'affaires et de protestants. Je vous fais un petit teaser, et si ça vous intéresse d'en savoir plus, alors je vous propose qu'on se retrouve dans la troisième et dernière vidéo consacrée à Vendredi ou les limbes du Pacifique. Et en attendant, portez-vous bien.